qui t'a inspiré pour faire ce métier? Chris Tucker. Gros big up à Chris Tucker, on dirait, écoutez. Et le monsieur là-bas aussi. Suce-boule. Y a pas de souci. Il me l'a déjà dit en plus en privé. Juste avant de m'avoir demandé 200 balles en plus. Donc je pense que c'était sincère. Salut les petits potes et bienvenue au podcast, le podcast qui ne caste Que les potes. T'as paniqué un peu. Mais t'as regardé à toi. Il a regardé les potes, ça va être Il y en avait partout. Les amis, aujourd'hui on est avec Dudley. Déjà bienvenue Dudley, ça fait plaisir de t'avoir. Bah écoutez, merci beaucoup, merci à vous. Dudley, pour le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Dudley il a 28 ans à peu près. T'as commencé le stand-up le 21 novembre 2021. Exactement. Avec des potes. Et après avoir été coach de basket et avoir travaillé dans toutes sortes de bars à Londres et à Marseille. Aujourd'hui, il fait partie de la core team du garage, on pourrait dire. Il joue régulièrement à Marseille et même dans toutes les villes de France et un petit peu autour aussi, à l'étranger, quoi. Il a fait beaucoup de choses, notamment les émissions du Paname sur France 4, Culture Box sur France TV. Et bien évidemment, on peut le retrouver sur la chaîne du Garage Comédie. Suivez-nous sur YouTube. À la radio aussi, à la radio. La radio, excuse-moi, c'est vrai, Rire et Chanson. Il y a Rire et Chanson aussi. Rire et Chanson. Et aujourd'hui, entre deux cours qu'il dispense au Garage Comédie, il a un spectacle d'1 heure qu'il a déjà pu jouer quelques fois et qui va commencer à jouer un peu de partout. Dudley, encore une fois, bienvenue. Ça fait plaisir de t'avoir. C'est de bon cœur. Déjà, comment tu passes de coach de basket à un spectacle que tu commences à jouer une fois par mois et même plus bientôt? C'est une bonne question. J'ai encore du mal à me rendre compte du gap entre les deux vies qu'on a pu avoir. Très particulier. J'étais persuadé que le basket et le sport, c'était ma vie. Ça me définissait et tout. C'était vraiment, pour moi, c'était que ça. J'étais sûr que j'allais percer là-dedans, etc. J'étais vraiment à fond en tant que joueur ou coach, etc. Et concours de circonstances, concours de circonstances, des amis qui ouvrent un lieu. Un bon ami, salut. Pote, on aimerait utiliser le terme pote ici. C'est vrai que c'est le pote. Pour ceux qui savent pas, j'ai le mot pote tatoué ici sous les bagues là. C'est vraiment c'est vrai que j'ai là j'ai pote là j'ai pote, c'est vraiment c'est le bon lieu pour ça. Mais voilà, j'ai été motivé par des gens qui étaient passionnés. J'ai été contaminé par la passion, même si c'est quelque chose, la scène, tout ça, c'est quelque chose que j'avais un petit peu en moi, que j'avais envie de développer. Mais j'étais pas vraiment dans le délire du stand-up. Je savais que je voulais proposer quelque chose d'artistique. Quoi encore, je savais pas. Et je suis tombé dans le piège. Et tu connais, tu sais de quoi je parle. Je t'apprends rien. On a commencé dans le même bateau. On était dans le même bateau. Ouais. Et c'est une addiction. C'est une addiction, l'envie de partager des choses, de se faire entendre, d'être écouté. Et voilà, une chose en entraînant une autre. J'avais envie de proposer quelque chose qui m'était personnel. Et après, tu as les plateaux, 5, 10, 20 minutes, des 30-30. Ça a bien pris. Et après, je me suis dit, vas-y, c'est pour moi, la suite. Je fais mon spectacle. Et on en arrive là, et en un laps de temps assez court en soi. Mais on a eu beaucoup de choses. Combien de temps au final? On est sur un peu plus de 2 ans, là. Ouais, là, ça fait 2 ans et demi qu'on a commencé. Ouais, 2 ans et demi de cette shit, là. Et c'est fou, c'est allé vite. C'est allé vite, mais on a eu, dans un sens, on a eu beaucoup de chance d'avoir le lieu, pouvoir s'exercer, pas avoir peur d'essayer des choses. Donc, on a réussi plein de fois. On a beaucoup échoué aussi. Des gros beats, des scènes qui marchent. Des trucs où tu te dis, ah putain, ça c'est trop bien. En fait, c'est de la merde. Et là, ça y est, on a eu cette chance-là de pouvoir se développer sereinement et sainement. Et vas-y, maintenant il y a le spectacle, il n'est pas parfait, loin de là. Il m'énerve déjà, mais... Ah ouais. Ouais. Mais là, j'ai hâte, là, je rejoue là, dans quelques jours, le jour de mon anniversaire. Et j'espère pouvoir répondre à la question du nom, quoi. Non, t'es qui toi? Exactement. Pourquoi le nom directement? Parce que c'est une question que je pose beaucoup aux gens et que je me pose aussi à moi-même. Et du coup, il y a tout ce délire d'introspection, un petit peu philosopher sur la question, savoir qui on est aux yeux des autres et à travers nous aussi. Donc voilà, je voulais commencer par ça pour le premier spectacle. Trop bien. Ouais. Et du coup, t'es aussi passé de coach de basket à avoir un spectacle, mais en soi, t'es passé aussi d'humoriste à
coach de stand-up. Tu donnes les cours au garage. Exactement. Et c'est un peu, quand on dit cours, c'est pas vraiment professeur, c'est plus coach. Ouais. Je pense que tu es d'accord avec moi. Coach, c'est le bon terme. C'est le bon terme. Avec la structure et tout, là, ça s'est développé petit à petit. J'ai commencé par là aussi. Ouais. On a pris des cours ensemble, etc. Et vu que tout ce qui était éducation et tout, c'était mon délire, parce que j'ai été coach de basket, mais j'étais aussi prof dans les écoles, que ce soit prof de sciences ou de sport. Et j'ai fait ça à plusieurs niveaux, jusqu'à l'université. Et j'aime trop ça, le côté pédagogie, donner aux autres, etc., transmettre. Parce que voir la passion chez les autres, en vrai, c'est fort. Ça motive aussi. Hein. Ouais, ça motive, ça met la pression. Et donc, du coup, on m'a proposé ce rôle-là en tant que coach de stand-up. Et ça m'a beaucoup plu direct. On a développé des liens. J'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés dans un autre cadre. Et donc, du coup, ça me motive de ouf. Ils sont là, ils sont présents tout le temps. Ils se donnent. Maintenant, il y en a qui font partie de collectifs qu'on a créés, qui font des plateaux et tout. C'est beau de les voir se développer. Et de se dire qu'on est un peu à l'initiative de cette étincelle, juste. Ouais. Juste, on a donné la flamme. Et après, ils partent, ils font leur truc. Exactement. Pas stand-up. C'est ça. Blague. Et ouais. Qu'est-ce qu'on y apprend ça alors? C'est quoi les cours C'est quoi ton... En gros, on est là pour donner des clés aux gens. On n'est pas là pour leur dire quoi faire, mais leur dire comment faire, comment parler, comment faire des blagues, comment les écrire. Fort Boyard, quoi. Exactement. Voilà. Tu prends la clé. Non, voilà, on leur apprend les bases de l'humour. Qu'est-ce que l'humour? Qu'est-ce que stand-up? En quoi ça repose? Pourquoi on arrive à faire rire les gens? Comment on arrive à le faire, et on leur donne tout ce qui est des clés avec tout ce qui est ce qu'on appelle les procédés humoristiques, et c'est des trucs qui sont similaires aux figures de style qu'on voit en français quand on est à l'école, tout ça, et tout ce qui est comparaison, exagération, mais cette fois-ci dans le but de susciter un rire. Donc on leur apprend à faire ça, on leur donne du temps, de l'écoute, on travaille, on écrit, on échoue, ça marche pas. En plus c'est un cadre particulier parce que du coup en vrai pendant le cours personne rigole, c'est rare que ça envoie une blague et que tout le monde soit là. Il y a une phrase que tu disais, je m'en souviens, dans nos premiers cours, ça m'avait marqué un peu. Tu disais, on n'est pas là pour rigoler. Ouais. C'est vrai, ça. On est là pour rigoler. On est là pour faire rigoler. Exactement. Ouais. Des fois, on leur disait au début, parce que du coup, Quentin faisait les cours avec moi au début. Pendant le premier mois, on est ensemble. Et on disait, ouais, là, le max que vous verrez de nourrir, ce sera drôle. C'est vraiment... Carré. Et c'est une belle expérience de les voir comme ça. Et du coup, on charbonne. Et après, on leur permet de jouer sur la scène du garage dans un format qui s'appelle les Bleus de travail. Et donc, du coup, ils viennent. Le public est là en connaissance de cause. Donc, ils savent qu'ils viennent voir des jeunes humoristes qui ont commencé il y a peu de temps. Et ils viennent, ils font leur truc. Et à chaque fois, c'est des belles soirées. Surtout les débuts d'année où c'est que des premières scènes. Ouais. L'effervescence, elle est dingue. Ça ramène les potes, la famille, des gens qui connaissent pas du tout. Ils font leur truc et ça te zingue. C'est fou. T'as eu des petites pépites un peu que t'as pu voir déjà un peu grandir même, ça fait... Qui t'ont fait peur, Ouais, il y en a, ils mettent la pression. Et des fois, je les regarde, je me dis, waouh, je peux pas m'endormir. Si je m'endors, il va me grailler. C'est pas possible. Et il y en a plein, là encore cette année, il y en a plein qui sont efficaces. En plus, ce qui est cool, c'est que grâce à ça, on a beaucoup de meufs. Beaucoup de meufs et ça fait du bien. J'ai des cours où c'est 70-80% des meufs, tu vois. Et du coup, on les voit se développer et tout. Ça permet de mettre en avant les meufs sur la scène marseillaise. Parce que mine de rien, pour l'instant, on est encore à un stade où il y a moins de gadgets. Mais là, c'est bien. Et en plus, il y en a, elles sont trop fortes. Elles sont trop fortes, il y en a, elles me zinguent. Il y en a, elles ont un don. En plus, on a plein de profils différents. Il y en a, elles sont mères de famille. Il y en a, elles sont étudiantes. Pareil, dans les gars et tout. Il y en a, ils sont ostéopathes. D'autres, ils sont avocats. Il y a des trucs qui n'ont rien à voir. Tous sont au chômage. Ça, c'est le cas classique, mais... c'est un base, quoi. Le but du coaching, c'est aussi d'apprendre à s'autodiscipliner et du coup, de leur apprendre à progresser par eux-mêmes. Exactement, oui. Toi, tu fais comment pour progresser ? Un peu bateau, mais l'échec en vrai, c'est vraiment dès que je me prends un mur, c'est l'argent, genre l'échec, dès que j'ai des sous, moula, non, c'est vraiment échouer qui me fait avancer le plus à chaque fois, parce que c'est là que tu te rends compte des limites de tes capacités de travail. Tu analyses vraiment qu'est-ce qui n'a pas marché. Exactement. Et se dire putain, pour que ça marche tout le temps, faut que... Exact. Quand tout se passe bien, tu vas pas te remettre en question. Tu vas pas te dire je peux améliorer ça et tout. Par contre, quand tu te prends un mur, là encore la semaine dernière j'en ai pris un, encore hier soir. Mais bon là c'était un cas différent. Mais par exemple la semaine dernière, jeudi soir je joue, tout se passe bien, bête de moment et tout, je me rapproche enfin de ce que je vais faire. Le lendemain, vendredi, bête de soirée, hein. Tout le monde fonctionne, pas moi. tu vois le truc de... Ok, c'est ma faute. En plus c'est le truc, voilà, ouais. Et encore objectivement c'était un bon passage, c'était mignon, mais c'était pas suffisant. Et je me suis perdu, j'ai bégayé et tout machin. Et là, je me suis dit, ok,
encore des trucs à travailler, je rentre chez moi, je taffe cash. Et à ce moment-là, c'est quoi le processus d'analyse alors? Dans ce cas-là, je regarde la vidéo. Tout le temps, je filme tous mes passages, soit je filme, soit j'enregistre. Tu regardes tout le temps tes vidéos? Tout le temps, à chaque fois. Tout le temps, et surtout quand je fais de la merde. J'avoue que quand je passe un bête de moment et que ma scène allait bien, je vais pas re-regarder. Je vais pas re-regarder et tout, à part quand vraiment il y a eu un truc de... Regarde. C'est vraiment quand j'ai échoué, je me pose et je me dis, ok, ça a pas marché, pourquoi là? Et des fois, tu sais, la même blague, elle a pas marché alors qu'elle a marché la veille. Ouais. Mais c'est pour ça, c'est intéressant aussi des fois de comparer entre quand ça marche très très bien, quand ça marche pas bien, putain, ça veut dire qu'avant peut-être... Exactement, et des fois c'est un mot près et tout. Donc je prends le temps, je prends mon ordi, il y a une fenêtre avec la vidéo, une fenêtre avec Page, et j'écris, je suis là en mode, ok, ça a pas marché, pourquoi? Des fois j'appelle Damien, avec qui on écrit le spectacle, je lui envoie la vidéo, il est très investi, et il me dit, ouais, mais là effectivement, l'émotion elle colle pas, ou t'aurais dû dire ça avant, ou t'as pas été assez patient. Donc du coup, il y a tout ce travail d'analyse qui fait que ça prend du temps, mais que c'est intéressant, parce que du coup, dès le lendemain, tu rejoues, et tu vois si ton analyse a été pertinente ou pas. Parce que des fois, je me dis, ah, c'est pour ça, mais en fait, c'est pas ça. En fait, je modifie, en fait, c'est toujours de la merde. Tu vois. Donc vraiment, moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Dès que tu fais de la merde, comprendre pourquoi et tout, c'est intéressant. De mon point de vue, après, autant. Et ça te suffit pour toi, ton évolution? Je me pose la question, en fait, d'être satisfait ou non de son évolution, tu vois. Tu sais, des fois, il y a des périodes où tu es en mode, putain, même si tu stagnes pas, t'évolues pas, je sais pas si toi, ça te le fait. Je suis assez d'accord avec ça. Satisfait, je suis que très peu. Si je suis satisfait d'un truc, ça va être genre 2 jours. 2 jours, je vais me dire, ah putain, j'y suis. Là, j'étais sur tout un travail d'introspection après le premier spectacle, parce que je me suis rendu compte d'un truc qui m'a un peu piqué, c'est que j'avais beaucoup lissé mon propos et ma personnalité pour monter sur scène. Parce que je voulais trop plaire aux gens, et là, après le premier spectacle, j'ai vu la vidéo, on a demandé des retours et tout machin, et je me suis rendu compte que j'étais en dissonance avec ce que je voulais proposer. Et j'étais comme, merde. Là, j'ai donné ce qu'ils voulaient, et pas ce que je voulais. C'est-à-dire que je suis arrivé sur scène avec une tenue basique, alors que Dieu sait que j'aime le linge. Ouais. Crop top et tout. Exactement. Mais... Je voulais faire bordel et tout. On m'attendait là-dessus en plus. Il y a des potes, ils m'ont dit, on attendait un bête de trucs et tout. Et je voulais pas qu'on se souvienne de ça. Et pareil, l'entrée sur scène et tout, machin, j'arrivais avec un truc très sobre, alors que j'ai envie de foutre bordel. Et je me suis lissé pour pas choquer les gens. Alors que ce qui me plaît le plus, c'est donner tout ce que... Et j'ai envie de choquer en vrai. J'ai envie de choquer, j'ai envie de foutre la haine. J'ai envie qu'il y en ait qui aiment pas. Ouais. Tu vois, je veux qu'il y en ait qui disent, ah, j'aime pas. Là, déguste. Ça fait quelques semaines que je travaille vraiment sur cet aspect-là. Proposer sur scène ce que je suis réellement. Et apporter des textes et un point de vue qui montrent que, déjà, je suis un haineux. Il faut que j'en sois conscient, je le sais. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de fois, ça me fout de seum. Ouais, j'ai la haine tout le temps. Mais t'es aussi diamétralement l'inverse. Et aussi, ouais. Et j'aime beaucoup. C'est le classique de. C'est l'être humain, il est comme ça. Ouais, l'être humain, il est comme ça, sauf que c'est très exacerbé de mon côté. Genre, pour certaines personnes, je vais être très, très aimant, très à l'écoute, etc., machin. Et dans un certain moment, je vais avoir la haine, faire bordel et tout. Et c'est exacerbé de ouf. Et j'ai envie de pouvoir proposer ça sur scène et que les gens le comprennent. Que c'est pas juste un ou l'autre. Et c'est le but du spectacle. C'est pour ça le nom, etc. Tu te poses vraiment la question au moment où tu Ah oui, premier degré, quand j'écris le spectacle, je suis en mode je suis qui moi? Et là, j'ai eu une réponse pertinente hier. Ah ouais? Ouais, hier, là, j'ai trouvé peut-être la bonne fin du spectacle. Et encore, je dis ça maintenant. C'est quoi? Mais... Non, je... Pourquoi hier? Je suis allé voir une pièce de théâtre. C'est vrai? Je suis allé voir une pièce de théâtre et du coup, la pièce de théâtre de mon co-auteur Damien, qui est dans le théâtre et tout. Ah oui, putain, je vais y aller voir. Et j'ai vu ça et tout. Après, on a beaucoup discuté parce que du coup, ça me permet de voir une autre forme d'art. J'avoue que je me suis pas intéressé des masses au théâtre, même si c'est un truc que je kiffe beaucoup. J'en avais beaucoup vu en Angleterre et tout. Mais théâtre français, c'était la première fois que j'en voyais. Et là, c'était une belle scène. Et ça parlait de l'identité, le rapport à la mort, etc. Et après, on a discuté avec Damien. Et on s'est rendu compte d'un truc, c'est que la question « t'es qui toi ?» y répondre à l'instant T, c'est compliqué. Parce que t'es qui toi, déjà ça dépend de plein de facteurs différents. Et je pense que la vraie question, c'est je suis qui moi maintenant?
Ouais, bah. Tu vois? C'est un truc qu'on a, marrant, on avait un peu dit. ouais, Ouais. vraiment... Ça revient beaucoup dans ce qu'on dit à chaque fois. On se dit putain, mais c'est vrai que là, en fait, tu te joues toi sur scène. Mais en fait, tu joues le toi d'il y a 3 semaines. Exactement, c'est ça. Parce que le temps que t'écrives, que tu Voilà. machin, en fait, Tes idées, elles se il y a 3 développent et semaines, tout. enfin, j'étais quelqu'un d'autre en vrai, un petit peu. La question, c'est est-ce qu'il faut jouer son propre personnage ou est-ce qu'il faut tout simplement se remettre dans l'état émotionnel dans lequel on était et se concerner par l'histoire aussi, tu vois, par l'histoire qu'on est en train de raconter, puisque c'est la nôtre, c'est ça la différence. C'est que est-ce qu'on se joue nous-mêmes ou est-ce qu'on juste on re-raconte comme on re-raconte une histoire à des potes. Combien de fois tu te remets dans l'état dans lequel mais en fait c'est naturel parce que tu as envie de le raconter. Est-ce que c'est pas plutôt ça qu'il faut essayer d'aller chercher, tu vois, tu racontes 4 fois la même histoire à des potes qu'il t'est arrivé un truc de fou en vacances ou peu importe, on le fait naturellement mais parce que et on le fait avec la même intention parce qu'on a envie de convaincre ces personnes. Et est-ce que la question à se poser finalement ça serait pas juste, allez là, je veux leur partager l'histoire plutôt que de faire tout ce travail au final d'imitation. Est-ce que ça serait pas plus naturel, tu vois, de simplement se dire, là j'ai envie de leur donner une partie de moi et de me concerner avec mon histoire. C'est vrai que le terme convaincre, il est intéressant. Dans le sens où si tu veux convaincre, ça veut dire que le propos que tu as sur scène, il t'intéresse réellement. Si tu as cette intention de vouloir convaincre les gens, c'est que ça t'importe. Si tu veux juste faire rire, tu proposes un truc, ça marche pas, c'est pas grave, mais convaincre, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais je trouve, quand tu racontes une histoire 5 fois, et ben moi, entre la première fois et la 5e fois, c'est pas pareil. Ça dépend, et même moi, ça dépend de justement, la différence, c'est la personne à qui je la raconte. Il y a des personnes à qui je la fais en 1 minute parce qu'en fait, j'ai pas envie de te le dire parce que j'ai pas envie de te faire kiffer avec cette histoire. Et il y a des personnes où je vais pouvoir l'avoir raconté 10 fois et la 11e fois, c'est là où ça va être la meilleure parce que là, on va être dans les conditions où tu veux casser la salle. Il y a que des nouveaux potes à qui tu veux raconter. Il y a que des potes qui savent et qui apprécient. Et qui apprécient le truc. Et là, tu veux leur raconter. Moi, c'est très relatif au public. Et justement, je pense que on devrait plus se rapprocher plutôt que de soi. Ok, là, apprendre à si on doit faire un travail mental, à aimer tous les publics et à vouloir leur donner quelque chose plutôt que d'essayer de s'imiter, je pense. C'est un exercice compliqué, hein. Encore hier soir, je l'ai fait là. On est parti jouer, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. On est parti jouer dans un plan fin fond de la campagne et tout. Le public voulait pas qu'on soit là. On a eu des problèmes où ça envoyait des propos racistes et tout. C'était compliqué. Et bah là, j'étais vraiment dans une situation où j'ai pas envie de faire kiffer ces gens. Donc je l'ai ressenti dans mon jeu. Je faisais vraiment le strict minimum. Mais quand j'arrive à Marseille, je débarque dans ma salle et tout, je vois les gens, ils sont contents. Je veux les zinguer au maximum. Je veux qu'ils aient mal au ventre. Et ça se ressent de ouf dans notre jeu et dans l'envie de convaincre, justement. Parce que, par exemple, quand je suis sur scène, j'ai des propos par rapport à tout ce qui est liberté, d'être soi, etc. Et mon but principal à chaque fois, c'est justement de convaincre ces gens-là qu'il faut être soi-même, il faut tenter des choses et qu'on s'en bat les couilles. Là, hier, j'avais pas envie de les convaincre. Je savais que j'allais parler de crop top, de jupe et tout. Ils s'en battaient les couilles. Jamais ça les toucherait, ces propos-là. Du coup, là, j'avais pas envie du tout. Je veux pas convaincre. Je veux le laisser. Est-ce que du coup, c'est une question, hein, mais du coup, est-ce qu'on ne devient pas victime de son public? Je crois bien. Je crois bien. Une grosse vicose. Non, mais c'est vrai. Non, mais vraiment. Peut-être que est-ce que le verbe convaincre finalement serait approprié? Est-ce que ça serait pas plutôt juste le verbe partager? Je sais pas. Ouais, peut-être ouverte. Partager, ouais. Partager, ça a ses limites, je pense. Parce que des fois, tu partages un truc que t'as pas forcément envie de donner, tu vois. Ou les gens, en fait, convaincre, il y a une vraie interaction avec la personne où tu essayes de convaincre la personne, du coup, tu la prends par les tripes, tu vois. Et les retours de la personne t'intéressent, du coup. Voilà. Ouais, que la personne ait apprécié. C'est pour ça que convaincre, je trouve ça pertinent. Que t'as envie de savoir ce que la personne en a pensé et tout à la fin. Alors que dans le partage, des fois, je donne un truc, tu le prends, tu le prends pas, je m'en bats les couilles. Est-ce que tu penses que dans tous les publics, il n'y a pas quelque chose qui peut nous lier et qu'il faut trouver le cheat code? Si. Là, si je reprends l'exemple d'hier, ça aurait été quelqu'un de plus expérimenté, un gros casseur de salle ou quoi, il aurait réussi. C'était faisable.
C'était moi le problème. J'étais juste pas capable. J'avais pas les skills ni l'envie à ce moment-là de casser la salle. Hier, j'étais ultra mal à l'aise. Et ça s'est ressenti sur scène et tout. J'étais en mode, ils veulent pas que je sois là. Et quand je suis arrivé, ils ont foutu bordel. J'ai dû recommencer parce qu'on m'écoutait pas et tout machin. J'étais pas dans une dynamique où je veux tout casser. J'avais pas envie de les faire dégus. J'avais pas envie de dégus moi-même. J'avais envie que le temps passe. Donc, du coup. Mais c'est de l'empathie en plus, la scène. Donc, mine de rien, ils le ressentent, quoi. Je pense que quand t'as pas envie de vraiment les faire rire et de partager le truc, inconsciemment ou consciemment, ils le ressentent. Tu vois. Donc, c'est vraiment notre faute, quoi. Pour moi, mais c'est dur, hein. Pour moi, jamais la faute du public. Je suis oui, n'importe qui est capable de faire rire n'importe qui. Mini-jeu. Bien sûr. Alors, on a pour tradition de faire un petit jeu tranquillou. Donc là, en fait, on va te demander de créer une blague à partir d'une. Et on va la jouer sur scène ce soir. Quoi ? La soirée, Je me suis dit, ça y est. Faut que j'écrive une blague. Et donc, c'est pas seulement, mais je vais te donner du coup un procédé à respecter, un procédé humoristique. Et une prémisse. Monsieur le professeur. Et tu vas devoir l'écrire live, on va voir, monsieur le professeur. Monsieur le créateur. Tu sais, il y a des coachs, ils sont pas bons dans leur sport. Il y a des coachs de foot, ils sont freinés. Il y a pas de. On va te donner un procédé un peu compliqué. Non, on va te donner un renversement. Tu vas devoir faire un renversement. Okay. C'est compliqué, pas tant que ça. Il suffit, comme son nom l'indique, le renversement consiste à renverser. Voilà. Par exemple, on a des exemples de renversement. Eh bien, regarde, tiens, dans une. Allez, regarde, et je vous fais une des blagues de Dudley. Une des blagues de Dudley. Il a pas de blague, merde. C'est censé être mon pote, hein. Vraiment, c'est mon pote. C'est vrai. Des fois, j'essaie une de tes blagues, regarde. Beaucoup, des fois, j'essaye de sensibiliser les homophobes. On discute, on échange nos idées, je les suce. Ça, c'est vieux ça, hein. Règle de 3. Règle de 3. Je rigole. Et après, il dit quoi ? On discute, on échange nos idées, je les suce. Je rigole. On discute pas du tout. Je fais plus ça. Tu vois ? Je fais plus. Sucer ou. Sucer, ouais. Donc renversement, vas-y, je vais moi aussi une vieille blague à moi. Les gens disent de moi que j'ai la tête d'un dealer de coke colombien. C'est faux, je vous rassure, je ne suis pas du tout colombien. Renversement consiste à emmener les gens dans une direction et casser la direction de l'angle donné. Voilà. Donc là, tu vas devoir faire un renversement sur le véganisme. Donc, je suis très investi dans le véganisme. Tu peux changer un peu la prémisse si ça t'arrange. En plus, il y a des trucs que j'avais commencé à écrire pour le plateau avec Yassir là. Ouais, je suis pas vegan, hein, je suis végétarien. Mais ouais, non, mais c'est pour ça que je t'ai pas demandé ton avis. En fait, je t'ai donné une prémisse. On parle pas de toi. On parle pas tout le temps de toi en fait. J'aimerais pourtant. J'aimerais. Mais... Allez, pense dans ta zone de confort. Pense au sexe. Comme au début. Penser au sexe, dans quoi il m'emmène lui encore ? Il avait un t-shirt même en lien. Je sais pas. Oui, c'est bon. Non, oui, tu veux un truc comme ça ? Tu peux construire la phrase comme tu veux. Je construis la phrase comme je veux. Je traîne assis dans le véganisme. Je traîne assis dans le véganisme. Maintenant, j'ai arrêté tout ce qui est de consommation de viande et tout. Maintenant, je bouffe que des chattes. Par exemple. Voilà. C'est ça que tu voulais de moi, c'est ça qu'il voulait de moi. Il m'a demandé. Exactement. Il t'a dit non, mais par exemple, voilà. Le sexe. Moi, je voulais partir sur un truc qui défend un peu la cause et tout. Voilà. Par exemple. La chatte cache, tu vois, ça coûte ça, c'est sa faute. Voyez son vrai visage, tu vois. Le piège de malade. Parce que là, on coupera tout ce qu'il y a avant, bam, direct. Avec le regard en plus. C'est quoi le début, c'est quoi la prémisse déjà ? Je suis très investi dans le véganisme. Je suis très investi dans le véganisme maintenant. Je mange plus de viande, je mange vraiment que de la chatte, quoi. Ouais. Que de la bonne grosse techa, de baveuse et tout. Coupe ça, la vie de ma mère coupe. C'est pas mon combat, c'est pas ça que je veux. C'était pas ça à la base. Il m'a guidé. Très bien, Dudley, on la tient. Top. J'avais une question un peu précise. Parce que tu étais en coloc avec 2 personnes.
Non, mais en vrai, deux personnes qui ont un rapport un peu spécial au travail, je trouve. Parce qu'on est hyper perfectionniste. Tu vois ce que je veux dire? Et un peu contrôle fric aussi. Surtout contrôle fric. Ce qu'il y a derrière, c'est... T'as vu ce truc? Toi, t'es pas vraiment comme ça. Non. Comment tu travailles? Déjà, pour remettre le contexte, j'étais en coloc avec les deux. Séparément. Séparément, début avec lui, après avec lui. On a largué. Et ben, j'ai quitté. Comment je travaille? Au début, c'était vraiment que à l'impulsion. Dès que je sens que c'est là, je m'y mets. Ça peut durer 2-3 heures où je me bute, où je fais que ça. Souvent la nuit, j'arrive pour dormir et là, bam, une idée. Ouais. Et là, j'enchaîne. Pendant 2 heures, je dors pas et j'enchaîne cash. Et c'était à ces moments-là que j'arrivais à écrire. Quand je me forçais, j'arrivais pas. Et après, par contre, j'ai commencé à me mettre un cadre, rajouter une discipline un peu, me remettre au sport, travailler à des heures qui sont sensées quand même. Parce que c'est bon, travailler à 4h du mat, ça va 2 minutes. Et du coup, là, en me forçant petit à petit, j'ai réussi à travailler de manière plus intuitive et plus carrée. Plus carré, je me pose dans des endroits, j'ai plein de petits salons de thé. Je travaille dans des salons de thé. C'est vraiment mon endroit préféré. J'arrive, petit thé, soit à la menthe, enfin c'est pas le sujet. Et j'arrive, petit ordi, et je travaille tout l'aspect communication, que ce soit le spectacle, créer des visuels, faire des vidéos et tout. Une fois que ça c'est fait, j'écris des blagues, je passe un bon moment. Et c'est devenu un plaisir. Où au début je me forçais, maintenant c'est vraiment full déguste. Tu fais ça tous les jours? Pratiquement, ouais. Tous les jours, sauf le dimanche. C'est la messe. Ouais, dimanche, c'est la messe, je vais avec Julien Vine. En parlant de messe, t'as été... T'as été témoin d'un crime un jour. T'es le mec qui renversement, voilà. T'as été témoin de Jéhovah ou fils de témoin de Jéhovah, je sais pas comment tu appelles ça. C'est pas dans mes fiches. Hein. Exactement. Témoin de Jéhovah, non, je l'ai jamais été. Mais j'ai grandi dans un foyer qui l'a été par contre. Ça s'est transmis de mère en fille et de père en fils. Et mes grands-pères étaient témoins de Jéhovah, mes grands-parents, mes parents aussi. Ouais. C'est quoi la question de base ? Comment tu sors de là en fait, tout simplement? Ça va paraître un peu cliché, un peu l'esprit shonen, mais les amis, le pouvoir de l'amitié, premier degré, c'est ça qui m'a sorti de là. Dans le sens où, pour remettre un contexte, pour ceux qui connaissent pas et tout, les témoins de Jéhovah, c'est un mouvement sectaire. Et le but du jeu pour eux, c'est de t'isoler du monde extérieur. Donc ils vont te donner des doctrines de vie, ils vont te dire faut faire comme ça va venir chez toi, te faire étudier la Bible, tu vas aller à la salle et tout, machin, nanana. On te dit comment vivre, on te met un cadre et on va diaboliser le monde extérieur. Et quand tu grandis là-dedans, s'il y a personne pour te dire le monde c'est pas ça, tu tombes dedans et tu crois que le monde c'est ça. Et j'ai eu beaucoup de chance dans le sens où j'ai toujours été très mon délire, ça a toujours été de faire ce que j'avais envie de faire. Que depuis petit, c'était vraiment faire ce que j'avais envie de faire. Et à partir du moment où il y a des gens qui sont venus chez moi, ils m'ont dit tu dois faire ça, j'avais déjà la haine. C'est pas possible pour moi, c'est inconcevable, me dis pas quoi faire. Moi-même, je sais pas ce que je veux faire, c'est pas toi qui vas me le dire. Et mais ça rentre quand même dans ta tête. Ça rentre dans ta tête, toutes ces doctrines et toute cette manière de voir le monde, les choses. Il y a des fois, je faisais des trucs, je m'en voulais parce que je pensais que Dieu me regardait. Et ce qui m'a sorti de là, c'est mes potes. Des amis qui sont encore mes amis maintenant et qui m'ont accompagné, qui m'ont dit non mais t'inquiète, on va vivre comme on veut, que ce soit les amis que j'avais dans le quartier, parce que je vis dans des quartiers qui étaient un petit peu hard, et le contraste il était fou. Genre j'étais dans un collège privé catholique, chez moi on était témoins de Jéhovah, et je passais ma vie dans le quartier à faire n'importe quoi. Et donc du coup c'est ces amis-là, que ce soit dans le quartier ou à l'école, qui m'ont permis de vivre comme je le souhaitais, et qui m'ont appris plein de choses. Tout bêtement, tout ce qui est l'aspect sexualité et tout, ça paraît anodin comme ça, mais personne à la maison m'a appris comment faire. Personne m'a appris à me raser, par exemple, ou des trucs comme ça. Que des trucs tout bêtes où je savais pas comment en faire. Et c'est ces amis-là qui m'ont permis de m'ouvrir au monde, d'avoir accès à Internet. Parfois, j'allais chez les potes pour avoir Internet, j'allais à la bibliothèque pour avoir Internet, parce que chez moi, il y avait un contrôle parental. Bon, le code, je l'avais deviné, mais... c'est pour maman, ça. Mais ouais, c'est ces amis-là qui m'ont permis de découvrir plein de choses. Sortir, aller au cinéma, faire la fête, boire de l'alcool. J'ai pas kiffé ça. Mais c'est ces proches-là. Si j'avais pas eu ces amis-là, je pense qu'il y a un moment, j'aurais cédé et je serais peut-être
tomber dans le délire et j'y serais encore dedans, tu vois. Mais c'est mes potes, c'est mon entourage. Et du coup, ta famille sont encore... Ouais, ma petite sœur, ma mère. Mon père, non. Après, je sais pas où il est là actuellement. Il me répond plus bâtard. Il me laisse en vue. Moi, il me laisse en vue. Je lui envoie je suis à la radio, je suis à la télé, il me laisse en vue. Attends, quand je vais percer, il faudra pas demander un deuxième casque. Mais, mais ma famille est encore dedans. Mais nos rapports se sont améliorés. Ah ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils pensent du fait que tu fais du stand-up? C'était drôle au début. C'était drôle. Ma mère pensait que c'était une activité, genre comme si j'allais au foot. Elle me disait, t'es allé au stand-up ce soir? Comme si j'allais à l'entraînement. T'as séché encore? Mais elle a jamais désapprouvé. Pour elle, c'était évident. Là, elle me l'a dit récemment. Elle m'a dit c'était clair pour moi que t'allais faire comme ça. Moi, je m'en souvenais pas, mais elle m'a dit récemment que quand j'étais petit, je disais tout le temps que je voulais être une star et que je voulais faire des trucs comme ça. Donc elle m'a dit ça m'a pas choqué. Mais elle avait du mal à le prendre au sérieux au début. Mais là, avec la radio, la télé, elle est venue à la Marseille récemment. Et journée très drôle. Je pense que c'est la journée de ma vie où on m'a le plus reconnu dans Marseille. Partout où on allait, on me reconnaissait. Même dans les cabines d'essayage de Uniqlo. Et on nous a offert... Dans la cabine, il y aurait quelqu'un, mais c'est pas de lait. Dans le métro et tout, on nous a offert les desserts au restaurant. Parce que le mec connaissait le garage et tout. Et là, pour ma mère, c'était sérieux, c'était réel. Et donc, à partir de ce moment-là, pour elle, elle était rassurée. Parce qu'elle était plus dans un délire de... Et ouais, elle est loin, là. Ouais, elle est loin, on se voit pas souvent. Nos rapports sont assez froid quand même parfois, maintenant même si ça va mieux. Et elle avait plus peur que je m'en sorte pas financièrement, que je trouve pas de quoi grailler, avoir un bon logement, etc. Donc c'était pas dans le sens où elle voulait pas que je fasse cette discipline, mais qu'elle avait peur pour moi que ça paye pas, tu vois. Et là, elle a vu que c'était réel et que c'était sérieux. Et elle était grave contente du coup. Grave contente, elle est trop heureuse pour moi. Même si nos rapports sont délicats, à ce niveau-là, elle m'a jamais mis de feinte. Toujours motivante, toujours derrière. Ma petite sœur, pareil. C'est le sang. Elle est à fond. Donc ouais, à ce niveau-là, ça va. Le stand-up, ça va. Le reste, tu as capté. Le stand-up, ça va. Ils sont témoins de Jéhovah. Est-ce que c'est ce qui explique que tu es grandi là-dedans, que ton physique? Et bah j'y ai songé. On a fait toute une introspection avec Damien par rapport à ça pour le spectacle. C'est qu'en fait, sans les témoins de Jéhovah, sans ces trucs-là dans ma vie, je pense que tout ça, je l'aurais jamais fait. Même le stand-up et tout, je pense que je ne serais pas là. Et même si tu remontes plus loin, sans ce mouvement, sans les témoins de Jéhovah, je serais pas né. Genre, mes parents se sont rencontrés et ils ont été ensemble parce qu'ils avaient cette pression-là chez eux. Et ma mère, jamais elle aurait pécho mon père. Ma mère frappe, hein. Ma mère solide, mon père, moche. Mani, il était moche, colérique et tout. Non, c'est trop. Et ma mère, elle avait la pression, elle voulait quitter son foyer, avoir une famille, parce qu'ils étaient témoins de Jéhovah chez eux, et que c'était un enfer à vivre, du coup, ils voulaient quitter leur maison. Et du coup, ils se sont rencontrés, ça a donné naissance à... Enfin, ça a donné lieu à... Bébé, ouais. Un joli bébé, un beau garçon. Et après, ma mère était seule avec moi, elle était plus témoin de Jéhovah, et à un moment critique de sa vie, ils sont revenus, et elle s'est remise dedans. Et donc, du coup, moi, c'est ça qui m'a poussé à quitter le foyer le plus vite possible, à vouloir m'émanciper. Et du coup, vu que j'étais très bridé plus jeune, vu qu'on me disait tout le temps, faut faire ça, pas faire ça et tout, dès que je suis parti de chez moi, j'ai foutu bordel. T'as toujours été peut-être conditionné dans un état d'esprit de nique sa mère, je fais ce que je veux. Ouais, voilà. Genre, j'ai fait l'opposé. Exactement, je suis parti, j'ai C'est tourné. quoi le premier truc que t'as fait? Je me suis branlé, man. C'est quoi? Là, je suis parti de chez moi et j'ai commencé à faire des soirées et tout, à se bourrer la gueule, des trucs comme ça, alors que c'était rincé, hein. C'était des soirées rincées, on rigolait et tout, mais je le faisais juste parce que je me disais, ok, je peux le faire, donc je le fais. À partir du moment où j'ai vu que j'aimais pas, j'ai arrêté. Maintenant, je bois plus d'alcool. C'est très rare que tu me vois bourré, même si on rigole quand ça arrive. Mais je faisais que des trucs parce que je pouvais le faire maintenant. En plus, il y avait le truc de... J'étais témoin de Jéhovah, mais aussi, j'étais moche, frère. Non, j'étais moche, sa mère, laisse tomber. Moche et bridé. Je suis parti à la fac, j'ai fait bordel. J'arrive pas à m'imaginer. Et du coup, ouais, j'ai voulu pousser les curseurs. À chaque fois, je me disais, peut-être j'en fais un peu trop. Et bah, je voulais faire plus. Ouais. Et je pense que ça y a beaucoup joué, ouais. C'est quand le premier tatouage? Premier tatouage, je crois que c'est 2018. C'était pour la daronne en plus. Ah oui,
Elle a dit c'est mignon et tout, mais c'est le dernier. Je me suis déviergé pour toi. Le mec, il a rien compris au cadeau, genre. Je dis ouais, t'inquiète, tu n'auras qu'un. Et... Après, c'est une addiction. Je pense que si j'avais eu une enfance normale, tu as capté, je pense pas que je serais parti dans un délire aussi poussé. Ouais, la personnalité, elle est beaucoup conditionnée par l'enfance aussi. Hein, oui. En vrai Ouais. Ça y joue de ouf. J'ai fait licence 1 de psychologie. J'ai arrêté, j'ai rien compris. Le moi, le surmoi, c'est bon. C'est ce qui a fait ce que je suis maintenant. Et je pense que si j'avais une enfance normale, je serais un peu ringard maintenant. T'es fier de ce que t'es maintenant? Je pense maintenant, ouais. Et tu m'aurais posé la question il y a 1 ou 2 ans, je t'aurais dit non. Mais là, j'en suis à un stade de ma vie où je suis très très fier de ce qu'on a accompli et d'être conscient de tout ça, alors. Et là, ouais. Et t'es heureux? Là, je suis en plein dedans. Là, il y a tout. Là, je me rends compte que tout va bien. Genre, j'ai tout ce que je rêvais quand j'étais petit. Genre, j'ai un taf qui me plaît. J'ai un appartement. Pour moi, avoir un appartement, c'est un luxe. C'est un luxe. Vraiment. Là, hier, j'étais à la salle. Hein. Ouais, le locataire. Mais ça va venir. Mais même être locataire, c'est un luxe. Frère, on vivait dans des studios à 3 pendant que j'étais adolescent et tout. C'était un enfer. Là, je suis allé à la salle. Je me suis pris une nouvelle salle. Il y a une piscine, un hammam, un sauna. Ouais, au Prado, là. Au Prado. Ouais. Frère, j'ai commencé à pousser la fonte. Wellness, je mettais des annuaires téléphoniques dans des sacs à dos et je poussais la fonte comme ça. Moi, tout ce que je fais maintenant, c'est un luxe. Hein. tout ce que je fais, je suis content. Je rentre chez moi, je suis content. Je vais au taf, je suis content. Frère, j'ai dit, là, tout va bien. J'ai que des trucs que j'aurais pas pensé. Là, j'ai un passeport. Là, grâce à lui, l'année dernière, j'ai eu un passeport. Pour moi, luxe. J'ai quitté l'Europe. Ouais, on voit du monde, on voit le monde, on voit l'extérieur. Là, on va aller aux États-Unis. Pour moi, c'était inconcevable. Là, je suis heureux de ouf. Donc, c'est quoi les projets, par exemple, sur. Tu te vois où dans 3 ans? 3 ans? Ah, j'ai des plans. Je peux pas tout dire maintenant. J'avoue, tout est planifié. Réserver l'Olympia. Je le dis pas rigolant. Mais... non. Dans 3 ans, dans 3 ans, j'aimerais avoir réussi à me développer dans d'autres choses, dans d'autres domaines. Avoir tenté plus de choses que le stand-up. Pourquoi pas l'acting, comédien de doublage, la musique, peut-être me remettre à la photo aussi en tant que modèle et tout, mais pour des trucs plus costauds. Mais développer cet aspect-là. Tu t'inspires de quoi globalement, toi, pour écrire tes sketchs et pour même l'artistique en vrai globalement, il y a d'autres arts peut-être qui t'inspirent pour le stand-up en tout cas. Bon, pour ce qui est de la communication, c'est le cinéma. C'est le cinéma, vraiment tout l'univers, je veux que ce soit quali de ouf. Et donc pour tout ce qui est vidéo, tout ça, le cinéma. Et pour le stand-up en lui-même, pour les petits trucs genre les sur scène, avant, même les petites stories et tout, c'est le rap. C'est l'univers musical, le hip-hop, parce que je trouve nos domaines trop liés. Genre, il y a plein de lyrics que j'entends, des fois je me dis, tu mets le mot stand-upper à la place de rappeur, c'est la même chose. C'est la même chose, on est seul avec un micro et on prouve, on a des choses à dire, on parle des choses qui nous ont marqué ou qu'on voit. Je trouve que c'est des disciplines qui sont très liées. Et même les rap contenders, en vrai, c'est une forme de stand-up. C'est des blagues et tout, tu vas voir des choses, mais je sais que j'y viendrai un jour. Je viendrai un jour, c'est un truc que je veux tester. Peut-être plus tôt que vous le croyez. Mais n'oublie pas pour un futin. Avec le plaisir. Mais je m'occupe bien sûr beaucoup du rap. Trop bien. Elle est marrante cette question. On avait fait un test de personnalité là, je sais pas si tu... Et t'étais protagoniste. Exactement. T'as un drôle. Catégorie vert là. Catégorie vert et tout. Les créatifs. Exactement. Et je dis ça parce que je trouve que t'as un côté shonen, toi, dans ton stand-up. Alors là, c'est le moment où on va perdre... on va perdre... Non, peut-être pas une partie de l'audience, parce qu'on va expliquer, mais... Libéré Gucci. Là, oui. Là. On va perdre Quentin, en tout cas. Non, il y a un côté shonen. Shonen, c'est un type de manga. Un type de manga, en gros, qui est très porté sur le héros, qui s'améliore et qui est, on va dire, entre guillemets, nul au début et qui s'améliore au fur et à mesure. En gros, c'est ça, tu vois. Tous les mangas? Non, pas du tout. Tu connais rien en manga. Ça, il m'énerve. C'est pas tous les dessins animés. Et du coup, il y a des animés. Il y en a, ils sont forts au début et faibles à la fin. Et il y a des trucs, ça n'a rien à voir. C'est juste où il y a tout le monde qui meurt tout le temps, frère. Il y a des mangas, c'est Game of Thrones. Tu prends One Punch Man, dès le début, c'est un monstre. Ouais, dès le début, genre, il est trop fort. Il n'y a pas de rival. Non, il y a aussi l'Attaque des Titans qui est. L'Attaque des Titans, c'est en France ou au Japon que c'est un seinen?
c'est Parce que je sais qu'on n'a pas la même. Au Japon, hein, ouais, je pense. Ouais, c'est au Japon, il est diffusé plus tard. Mais ouais, les trucs qui sont hardcore cash et tout, où il n'y a pas de développement de personnage qui va devenir plus fort. Où y a ça, pas c'est de plus pouvoir de connu. modifier. C'est ce que les gens pensent que les shonen, c'est un peu des dessins animés parce que avant, c'était fait un peu plus pour les enfants et maintenant, c'est un peu plus tout public. Ça, c'est mais ouvert, quand tu regardes les Dragon Ball d'avant et les trucs tout d'avant, ça fait un peu dessin animé. C'est très mignon, ouais. C'est très mignon. C'est chiant. Ouais. Mais bon, et du coup, t'as un peu ce qu'on appelle l'esprit shonen dans le truc, tu vois, qui est, je trouve, un peu ce truc de protagoniste et ce truc un peu de stand-upper de ses pairs, tu vois. Ouais, de ouf. Et je sais pas, est-ce que déjà t'en es conscient de ce truc-là? Tu as déjà réfléchi ou pas? Ouais, j'y ai pensé déjà. J'y ai pensé, des fois, je regarde. En fait, c'est quand je vois l'évolution globale de nos projets. Ouais. Et je me dis, ouais, on est en plein dedans. On est en plein dedans, chacun se développe de son côté. Après, on est tous le personnage principal de notre histoire à nous. Mais je vois tous mes proches se développer, faire des trucs. Et on se réunit. Il y a un moment, pendant une soirée, je sais que par exemple, pendant mon spectacle, tous les potes vont être là. Et ils vont tous me donner la force. Et je vais me sentir comme le protagoniste ce soir-là. Et après, par contre, quand c'est les autres, c'est moi qui vais, je donne la force. Et c'est lui qui donne tout, tu vois. Et il y a ce truc de développement, les potes qui te soutiennent, cette envie de progresser, t'échoues, tu recommences, tu veux te battre contre le boss final, il te casse le cul, tu recommences. Avec tes potes. Exactement. Mais ouais, ça y joue de ouf. Des fois, je le regarde, je suis en mode second degré, je suis en mode ouais, c'est vrai qu'on est en plein dedans. C'est en plein dedans, ça me fait rire, je suis ok. Premier degré. Ouais. Des fois, je suis là. Je suis là comme un frère. Mugibara ou pas? Ça marche pas. Trop drôle. Oh, vous avez lu le dernier manga? Dédicace à Julien Vine. T'aimes bien, c'est quoi ton manga préféré, Quentin? Moi, c'est Yu-Gi-Oh! Mec qui comprend pas. Ça va regarder. C'en est un. Ouais, mais non, moi, c'est. C'est Zinga One Piece, moi, je me Zinga One Piece, moi, à l'époque. J'ai arrêté parce que j'étais trop en avance. Je regardais les scans et au bout d'un moment, je pouvais plus attendre une semaine parce que je souffrais pendant une semaine. C'est pas je me languissais, je marronnais pendant une semaine. Si tu reprends maintenant, tu vas te déguster à vie là. Ouais, mais Non, c'est vrai ce que tu dis? Ouais, je crois qu'il était jusqu'à Walker Island et tout, je crois un truc comme ça. Quoi? Moi, je n'en me pète pas autant. Zengue, j'ai vu Baki, Hajime no Hippo, One Piece. C'est vrai? Ouais. Mais bien sûr, ça va. Mais l'attaque des titans aussi, j'ai vu. J'ai vu plein de. Un jour, je regardais One Piece, il me fait, c'est Jinbe ça. Death Note et tout, genre. Mais en fait, c'est simple. Ouais. Tout ce que j'ai fait, vous étiez pas nés. J'y revenais, frère. J'appelle papa. J'y revenais, vous partiez. À peine. Non. À l'école primaire, moi déjà. Qui regardait les mangas à l'école primaire? Moi. Génération 93 ou toi, tu es génération 93, en 2009. J'ai commencé à lire les scans en 3ème. J'ai regardé Naruto en. Il me fait du mal. Moi, je fais le truc premier degré, frère. Parce que moi, frère, comment ça? Moi, je regardais pas le manga et tout. Je me suis zingué, le Roi Lion et tout. Et ouais, ça pas bien. Avec le loup, le mec là-bas, comment? Tu savais pas ça de moi? Non. Frérot, tu vois, chez moi, genre, j'ai les livres. One Piece, Tu vois, je t'aimais pas depuis un moment. Tout ce Ouais. que depuis, j'ai les lu. Quoi? DBZ, j'avais la collection entière, les 22 Mais genre, chez toi, là, il y a les tomes de One Piece. Comme ça, Là. Chez la daronne. Chez la. Là où il y a pas de- Chez mon frère maintenant. Là, il n'y a pas de mur et tout. Ouais, t'as les One Piece. Les One Piece qui valent. Ouais. Les One Piece qui valent cher maintenant. Ils vaudront cher plus tard. Je pense que c'est des éditions. Non, très bien. tranquille, t'inquiète. 6 € quoi. Ouais, peut-être d'occasion, peut-être 5. Mais... Plus tard dans 50 ans. Oui. Ouais. Les DBZ par contre, oui. Ouais. Ouais. DBZ déjà, en plus j'ai la collection entière. Il en manque 0. Tu sais que j'avais ça. Eric Je vais raconter Toriyama. ma life, mais. Dinguerie, je l'avais prêté à un mec quand j'étais en CE2, je crois. Ah, tu m'avais dit ça. Il a colorié, genre. Mais Non. il m'a dit, regarde, je fais dessin. Il a dépassé en plus. À la limite, non, mais à la limite, tu fais un petit coloriage, genre ça prend de la ça a pas pris de la valeur, Ah frère. ouais. Il a dépassé, genre un gribouillage, cet enculé. Et il m'a dit, tiens, vas-y, j'en avais prêté 10. Les Je 10, l'avais pas dit à mes darons. Frère, les 10, ah, regarde son Goku, même pas les bonnes couleurs, frère. Après, il a fait un Goku algérien aussi encore. Il était noir, son Goku. Non, mais en vrai, c'est bref, c'était juste c'est une trop blessure d'enfance. Du coup, je prête plus jamais d'affaires. Voilà. Bref, on va faire un petit jeu. Comme t'aimes bien les jeux. J'adore. On va faire tu préfères. Oh non. Non, Non. ça va, tu préfères tranquille. Non. Tu préfères ta daronne. Hein. Non, je rigole. Tranquille, on commence tranquille. Non, c'est tranquille en vrai. Il n'y a pas de dinguerie. C'est diffusé, malheureusement, on pourra pas faire de tu préfères. J'ai quand même un peu peur. Tu préfères partir en vacances tout seul, mais blindé, genre t'as plein de Mhm. fric, ou
partir avec tes potes, mais t'as quasi pas de sous, genre. Pote. 0 feinte. Ah ouais, genre, mais mec, il hésite même pas, genre. Non, 0 Mais t'as feinte. pas de sous, tu peux rien acheter, tu peux pas aller au resto, genre, On rigole. tu manges du riz, genre, tous les jours. C'est ce que je fais déjà. Vas-y, genre en vacances, tu vois, genre. Surtout, il gratte à Pas de piscine, genre tes potes sont dans l'appart avec piscine et tout. Et mais toi, tu dors dans un truc à côté, genre. Ah non, mais attends, Tu peux pas communiquer avec eux. T'imagines, Tu dois les regarder, il y a une vitre. Et en fait, t'es seul. Non, je rigole, avec la Ouais, mais bague. ils sont en Non, partout. mais je rigole, Tu peux pas. Et tu peux Obligé de pas. regarder. Non, mais ça, à la limite, il est bien. Tout le monde est fauché ou juste moi je suis fauché? Tout le monde est fauché. Ah, tout le monde est fauché, tout le monde est fauché. Pote. Juste toi, t'es fauché. C'est pareil, en vrai, Pareil, quoi qu'il ouais, arrive, c'est pareil, pareil. ouais. Non, pote. Vas-y, ok, pote. non, ça va, c'est quoi. Pote, il y Ça a va. trop d'histoires à raconter et tout après. Ouais, je... Ouais, tout seul, Tout seul, ça va. Ouais, je vais dire, ouais, j'ai fait un hôtel 4 intercontinental, étoiles. ouais. Ouais, voilà. Tout le monde va me dire, ah bah c'était bien, tout le monde aura la haine. Comme ça. Après, en vrai, hôtel 4 étoiles à Bali, je pense, c'est pas non plus. Ouais. Mais non. Je sais pas. Bref. Est-ce que tu préfères vivre dans un appartement de luxe, de ouf, un bête d'appart, mais t'as pas de toilette? T'es obligé d'aller Liège dans un café en face. Je rigole. Ou vivre dans un appart pas ouf, genre vraiment, il est vraiment pas fou. Genre les lavabos ils marchent pas bien, machin. Genre la douche elle est un peu. Mais t'as des toilettes, mon pote, toilettes japonaises, tu peux régler la température et tout, de l'eau et machin. tout. Ouais. Pas de toilette, juste les toilettes ou pas de salle de bain? Non, t'as la salle de bain quand même. J'ai la salle de bain? Ouais. Je prends le premier quand même. C'est pas grave, je vais chier au travail. Tous les matins, je viens ici. Tous les matins, je vais au garage, je chie. C'est bon. Ouais, putain, merde, ça marche pas. Bête d'appart. Ouais, il a trouvé Gratuit, une tout femme. va. Il a trouvé une femme. Oui, vous voulez que je chie par terre? Ouais, je voulais te mettre en galère. Il était Ça là, a pas marché. Don't shit where you eat. Il était là. Il y avait désir de nuire, il y avait. C'est ma faute. Bon. Hey, smash. Tu préfères ne plus jamais jouer à aucun jeu vidéo Pff, le bâtard. déjà, ou ne plus jamais regarder d'animé ou de lire de manga? Oh, waouh. C'est chaud, hein? C'est la pire question, je Celui-là est pense. chaud. Celui-là est chaud. J'enlève forcément un truc qui va me faire trop mal. Waouh. Ouf. J'allais dire. Si tu veux, je te raconte la fin de One Piece. Mais pas plus. Mais Ouais, pas c'est plus. ça, parce que du coup, je peux pas les lire, mais j'ai pas les infos non plus ou pas? Je réfléchis ce qui est le plus. C'est pas trop dur sinon. Tu peux pas regarder aucune image, genre. Genre, j'ai Ni des. lire de résumé, genre juste des potes à toi, ils peuvent te raconter vite fait. Genre. Ils peuvent me raconter? Vite fait. Genre, Et j'arrive à voir, il me dit le One Piece, c'est ça. Il peut me dire ça. genre, il dit juste des trucs comme ça. En fait, le One Piece, c'est. En fait, c'est un gars, il s'appelle One Piece. Rien à voir. Ok. Au début, j'allais dire jeux vidéo parce qu'il y a ce côté social où tu peux jouer avec les potes et tout machin. Mais ça y est aussi avec tout ce qui est manga, parce qu'on rigole de ouf. Quand on arrive, on est là, oh, t'as lu ça? On rigole. Et On tu dis ça rigole. aux jeux vidéo quand même. Ouais, mais je me tue. Même seul tout en vrai. Ouais. Je pense garder jeux vidéo. Ouais. Et si mes potes ils peuvent me raconter les mangas, bah, c'est avec je les écouterai. Et s'ils pouvaient pas te raconter? Quand même, jeux vidéo. Hein. T'as le droit de te suicider, de prendre aucun des. Non, jeux vidéo. C'est dur, hein, de C'est plus super jamais dur. jouer aux jeux vidéo. C'est super dur. Mais c'est surtout l'aspect social des deux, où les jeux vidéo, je me tue avec les potes. Quand ça fait des smash entre potes et tout machin, bête de soirée. Je fais plus de soirées smash entre potes que de soirées où on regarde tous un manga, tu vois. Donc je pense que je garde les jeux vidéo, ouais. Ok, ça va. Désolé de t'avoir mis un petit peu de stress. Ah, le bâtard. Tu préfères te faire spoiler la fin de One Piece ou que le manga s'arrête parce que Oda meurt et personne sait en vrai? Ah, j'espère que meurs pas, Oda. Ouais, Meurs pas. Touche du bois. T'as vu commenter, toi? T'as vu Non, commenter? mais je sais, je porte pas l'œil, moi. Donc soit on me spoil, soit il n'y a jamais la fin. Ouais. Ah bah je prends le spoil pour les autres. Pour les autres, c'est dire que si jamais personne n'a la fin, je préfère moi avoir la fin et j'ai pas ce plaisir plutôt que personne ne l'ait, genre. Et elle est nulle la fin d'ailleurs. Ok, ça va. Vas-y, on va faire un petit truc. Tu vas te déshabiller. Enfin. Tu vas nous montrer ton sexe. Non, je rigole. Regarde, il y a une petite vidéo. Comme dans Harry Potter, vous voyez Harry Potter? Hein? C'est un truc de baiser cette école. Genre c'est la salle où si tu dépasses le couvre-feu, il y a des mecs tout noirs qui mangent ton âme. Ça c'est pas une école mon pote, hein, c'est la gare Saint-Charles. J'ai pris des pecs depuis.
Ouais, t'as la salle un peu. Hein. Bravo. J'ai pris 10 kilos. 10 kilos. C'est vrai? Ouais. Wow. 10 kilos en 3 mois. Voilà, allez. Putain, c'est fou. Après, tu démarrais de 36 quand même. Donc, c'est vrai, j'en fais que 52. Non, putain, c'est. Les calculs sont bons, Kevin. Non, du coup, le but, c'est un peu. Je trouve que ça peut être intéressant de ton point de vue de coach aussi. D'analyser un peu la vidéo. Nous, souvent, ce qu'on aime bien demander, c'est comment t'es passé de la première version à cette version. Mais ce serait intéressant aussi d'analyser la structure de la blague. Ok. Tu vois? De ce que je me souviens de la création de ça, je voulais, c'était dans un délire où quand je commençais stand-up et tout, je voulais que ça parle à tout le monde et je voulais absolument parler de Harry Potter. Ce qu'on appelle Dudley comme Harry Potter et tout. Maintenant, je le mentionne même plus parce que ça me casse les couilles. Parce que je déteste Harry Potter. Je suis né avant lui. Mais et au début, il y avait une autre version de cette blague-là dont je me souviens pas forcément. Ouais. J'avoue que je l'ai plus trop. Mais ça, je l'ai eu sur le vélo en passant devant la gare Saint-Charles en allant au taf. Bah, je partais de l'appart, je passe devant. J'étais là en mode putain, mais vraiment Poudlard, c'est la zone. Genre, c'est une école, tu peux mourir n'importe quand, genre. N'importe quand, full la haine cette école. T'as que des grands négros qui se baladent, qui veulent bouffer ton âme et tout. Et je passe devant Saint-Charles. Je dis putain, ouais, c'est pareil. Je fais, mais c'est la même merde. C'est fou Poudlard quand même. J'étais là, wow. Tu es à Poudlard. Et je suis arrivé au garage, je venais au garage justement, j'arrive, je l'essaye, je commence avec ça, opener, applause. Paf. Ouais. Et mais je me souviens plus de la version de base. Mais il n'y avait pas Saint-Charles dedans. Ouais. Il n'y avait pas Saint-Charles, je pense, ouais, je vais dire un truc du style, ouais, Poudlard c'est un truc de baiser, t'arrives et t'es à l'école mais tu peux mourir à tout moment. Ah, je disais, ouais, je crois que je faisais un rythme ternaire. Alors, je disais, ouais, il y a un tel et un chien à 3 têtes ou des trucs comme ça. Où vraiment, je voulais mettre en avant que c'était une école de baiser, quoi. Mais c'était pas foufou. Ouais. Et ça, cette blague-là, elle m'a suivi longtemps. On m'appelait Harry Potter dans la rue. C'est pour ça que ça m'a saoulé d'ailleurs. mais ouais, je l'ai fait plus. Il y a mon nom et tout. Ouais, j'ai un peu marre. Le mot top, si tu le mets à l'envers, ça fait pote. Ça fait pote. C'est fou. Donc on va faire le pote 3 de tes jeux vidéo all-time. Jeux vidéo all-time, ouais. Pote 3. Ok, j'en ai 2 dessus là. Toute la saga. C'est pas dans l'ordre. Ouais, vas-y. C'est pas dans l'ordre. Toute la saga Super Smash Bros. J'y joue depuis Nintendo 64. Moi je l'avais pas, j'ai eu aucune console Nintendo jusqu'à la Switch. On jouait beaucoup au quartier et je pense ce qui a développé nos skills, c'est que quand on jouait, on faisait des tournois et celui qui perdait le tournoi, on le frappait. Et vraiment, c'était tu perds, tu poses la manette, on met un chrono, 30 secondes, on te frappe. Crois-moi, t'avais pas envie de perdre. Ça s'entraîner tout seul dans le noir, comme ça. C'est un entraînement de Saiyan. Voilà, c'est exactement ça. Faites pas ça chez vous. Je sais pas pourquoi on faisait ça. On avait un très gros attrait pour la violence. C'était assez drôle, mine de rien. Il y a eu des os cassés, des mains cassées, des bras cassés. Là, ça devenait la vie de ma mère, t'as triché. Je me suis pris un coup de couteau un jour, 1er degré. J'ai une cicatrice là. Un coup de couteau à cause de Smash. Ouais. Mais non. Comment ça? Hichem m'a mis un coup de couteau là, bam. On rigolait et tout. Ah ouais, tu fais ça. Le t-shirt qui s'ouvre, pap, ça coule comme ça. Tu sais, il m'a mis un slash comme ça, là. Chaud. C'était vraiment, on aimait trop se faire du mal. Des fois, on faisait des. Il raconte ça normal. Bref. Super Smash, du coup. Et. Tu prends une balle aussi, au fait. Et il y a aussi Monster Hunter World. Monster Hunter World, qui est un jeu de Capcom. Et j'ai toujours été un grand fan de Capcom. Je me butais à une saga qui s'appelle Lost Planet à l'époque. 3e, c'est dur, mais je pense mettre l'espèce de petit reboot, enfin petit reboot, c'est un soft reboot, je sais plus, mais la nouvelle version de God of War. God of War qui a... Je me disais que ça allait arriver. Ouais, c'était sûr. On va conclure par un petit truc qui s'appelle la Minute Marseillaise. Donc ça va durer 2-3 minutes. Drôle déjà. Je te posais des questions, tu essayes de répondre rapidement, du tac au tac, comme on dit à Paris. Bon, je fais un peu le même truc pour tout le monde, même si je les balance tout à l'heure. C'est quoi la date de ta première scène? Novembre 2021. 21 novembre 2021. 21 novembre. Ouais, on était ensemble. On était ensemble. Ouais, scène, un trait de ton signe astrologique, taureau, qui est vrai? J'en ai aucune idée. Tu connais pas tes... C'est marrant ça, la plupart des gens ils savent un peu genre... Un trait genre...
un truc genre les taureaux ils sont graves. Ah, il y a un truc de les taureaux, ils sont comme ça? Ouais, sûrement. Ah, ça, j'ai pas, à part le gros sexe, non, j'ai pas, non. Je crois qu'ils sont. J'ai une énorme tub, let's go! Yes! Parce que ma meuf elle est taureau, du coup. C'est vrai qu'elle a une énorme tête. C'est pas le sujet. Non, je t'avoue, j'ai aucun Ouais. no clue. Est-ce que t'es toujours un peu stressé avant de monter sur scène? Ça m'est jamais arrivé. Premier degré, jamais été là. Le stress et tout, pression, tout ça. L'envie de bien faire, oui. Mais stressé, non. C'était quand ton dernier bid? Bon. Hier, 15 minutes, de là à là. On a vidé ensemble à 3 heures de route l'un de l'autre. C'était fort. Deux endroits différents sur la carte, mais Ah, pas de rire. la même passion finalement. Même passion. 3 lieux où tu aimes jouer? Le garage, il n'y a pas de feinte. C'est là où je me sens à la maison. Le Red Line. Ouais, Le Red Line Montpellier, gros big up, le Red Line. L'accueil est fou à chaque fois, les gens sont dingues. L'organisation du lieu, ils ont un don. J'y vais même quand je joue pas. Je vais déguste. Donc, ouais, le Red Line. Et là, récemment, j'ai fait un endroit super, l'Engrenage à Bordeaux. Super bien accueilli et c'est carré. C'est carré de ouf, je recommande, je me suis régalé après. Un sujet que t'as pas encore abordé sur scène et que t'aimerais bien? La cigarette. Parce que c'est un truc qui me fout la haine, mais j'ai pas encore assez de recul pour en parler sans être médisant ou. Il faut que j'arrive à m'assouplir dessus. Après, ce qui est bien, c'est que tu coécris avec quelqu'un qui fume un peu, donc exactement. Ça peut t'aider. Ouais. Qui t'a inspiré pour faire ce métier? Chris Tucker. Chris Tucker qui m'a inspiré à être drôle tout court. Que j'ai grandi avec les films Rush Hour. Exactement. Gros big up à Chris Tucker, on dirait écouter. Il y a celui qui fait sa voix en français. En vrai. C'est une des rares voix françaises. Et ouais, c'est grâce à Chris Tucker, je me suis dit, ok, être noir, c'est cool. Et être drôle, c'est cool aussi. Et ça m'a motivé de ouf. Et le monsieur là-bas aussi. Le monsieur là-bas qui m'a poussé à monter sur scène. Je dirais, ouais, de ouf. Ah bon. Suce-boule. Il n'y a pas de souci. Donne-moi 3. Il me l'a déjà dit en plus en privé. Juste avant de m'avoir demandé 200 balles en plus. Donc je pense que c'était sincère. Dans l'argent. Donne-moi 3 adjectifs qui définissent une bonne scène pour toi, qui se passe bien. Ouais, je dirais qu'il faut que ça crie. Moi, j'aime trop ce côté entertainment, tout ça fout bordel et tout. Le après où tout le monde est content et qu'après on se parle et tout. Et aussi, moi, c'est l'entrée sur scène qui me plaît le plus. Si l'entrée, c'est le top, je passe un bon moment dessus. Genre, j'arrive, je fais bordel, ils sont contents. Premier contact, de toute façon. Ouais, premier contact, ouais. J'aime trop. Ok. Si tu devais faire découvrir aux auditeurs et auditrices 2 potes stand-uppers, stand-uppeuses que t'aimes bien, dont t'aimes bien l'univers, tu dirais qui? Que 2? Ouais. Ouah, c'est chaud dur. C'est chaud dur. Non, mais faut vexer des gens là. Faut accepter, c'est le métier. J'ai vu qui récemment qui m'a zingué. Je dirais Ayran Hamza de Montpellier, que j'ai beaucoup de respect pour qu'il se propose. Il mélange musique et stand-up. Et en fait, il est adorable. Genre, il met une ambiance, il organise un plateau où il fait la même chose qu'un comedy club, mais avec des musiciens à la place. Et il le fait aussi sur les plateaux classiques, tout ça. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il propose, j'aime beaucoup. Et allez, je donne Gab. Je donne Gabriel Giraud. Gabriel Giraud, on est ensemble. Je suis allé voir son spectacle, j'ai vu la première de son spectacle. Et je pense que c'est ma plus grosse claque récente. Qu'on embrasse et qui a retrouver son épisode sur la chaîne. podcast sur la chaîne du Garage Comedy. Bah voilà. Quel conseil tu donnerais à ton toi du début? Ne pas douter. Ne pas douter. J'y crois depuis le début. Tu doutais? Non. Mais il est nul ton conseil. C'est exactement le même. Ouais. Au début, je doutais pas. J'ai eu des moments où j'ai un peu. Ouais, tu vois, c'est surtout. Peut-être ne pas hésiter. Ouais. Parce qu'au début, j'avais encore un travail classique, etc. Où après, je suis passé en part-time. Après, j'ai démissionné. Et là, j'avais un peu chaud. Je me disais, ok, si ça marche pas, pas de loyer, tu vois. Mais ouais, ne pas hésiter. Ouais, fais le truc. Ça va. Fais le truc d'Auguste. Et enfin, petite devinette. Qu'est-ce qui commence par pote et qui finit par cast? Est-ce que ce serait pas le podcast qui ne caste que les Exactement, potes? c'est le podcast. On Le dit podcast qui dans ne caste que les potes. Aïe. Ok, aujourd'hui, on aurait pu l'appeler le Dudcast parce qu'on était avec un pote. Merci Dud, ça fait plaisir. Merci à vous. Petite promo avant de laisser les gens.
Venez voir le spectacle. Hein. Le spectacle tous les mois au Garage Comedy Club. Un spectacle qui s'appelle T'es qui toi, qui parle de la difficulté d'être soi-même dans ce monde un petit peu barbare. Donc voilà, c'est ça. N'hésitez pas à venir au Garage tout court. Venez au Garage, c'est dingue. On a plein de monde. N'oubliez pas aussi. Je sais pas si je peux le dire maintenant, mais le spectacle de Mika arrive aussi. On a des Julien, on a des Quentin, on a du Elmi bientôt qui va revenir. Donc venez. Il y a tout le monde, toute l'équipe. Donnez la force. On est ensemble. Merci Dud, merci Quentin. C'est avec le plaisir. C'était le podcast du Garage Comédie. Merci les amis d'avoir suivi. À ciao les petits potes.